Et aujourd'hui, nous allons voir que les crises sont souvent source d'opportunités. En effet, les crises économiques, qu'elles soient déclenchées par des bulles spéculatives, des pandémies ou des chocs géopolitiques, bouleversent les marchés et créent des incertitudes. Cependant, pour les investisseurs avertis, chaque crise offre également une chance unique de repenser leur stratégie, d'identifier de nouvelles tendances et de saisir des opportunités d'investissement potentiellement très lucratives. Dans cet épisode, nous allons analyser les dynamiques des marchés en période de crise, discuter des erreurs à éviter, partager des exemples concrets et surtout répondre à une question très précise: quelles sont les opportunités à saisir en cette fin d'année 2024 ? Et pour cet épisode, nous avons le plaisir d'accueillir Nicolas Chéron, expert sur les marchés financiers. Et avant de commencer ce podcast, nous vous remercions de nous mettre la note de 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcast. En effet, cette simple note nous permettra à continuer à grandir et à nous offrir encore plus de visibilité. Et enfin, si vous appréciez notre contenu, mais que vous n'êtes toujours pas abonné, cliquez tout simplement sur le bouton s'abonner. Eh bien bonjour Nicolas, j'espère que tu vas bien. Merci d'être là dans notre podcast L'Art de la Gestion Patrimoniale. Impatient d'échanger avec toi sur des sujets d'actualité. Comment ça va de ton côté ? Écoute, bonjour Jérémy, merci de m'inviter dans ce podcast. De mon côté, tout va bien, toujours à La Réunion, après un mois passé en métropole à faire de nombreuses interviews et puis à profiter pour voir un petit peu la famille et les amis. Donc voilà, je suis de retour sur mon île devant les écrans. Bon, eh ben, on est parti pour parler de crise et d'opportunités, mais avant ça, Nicolas, est-ce que tu peux te présenter rapidement pour les auditeurs ? Je sais que tu es quelqu'un qui passe un peu partout actuellement sur pas mal d'autres podcasts ou d'autres chaînes, mais ça ne coûte rien de se représenter pour ceux qui ne te connaissent pas. Alors écoute, succinctement, ça fait 20 ans maintenant, puisque je viens de fêter mes 40 ans, que je suis les marchés financiers, que la bourse, l'investissement me passionne. J'ai démarré chez Zone Bourse, qui est un média français bien connu, et puis j'ai travaillé ensuite pour des courtiers internationaux, américains, anglais, hollandais, ma mission étant à chaque fois de faire de la pédagogie et de la vulgarisation pour les investisseurs particuliers, afin de leur faire comprendre un petit peu les mécanismes macroéconomiques, les tendances, les secteurs, la gestion d'actifs, la diversification, la création de richesses et de patrimoine. Voilà, c'est toutes les idées que j'essaie de faire passer à des Français qui sont un petit peu en mal d'éducation financière. Ok, et niveau carrière, tu avais commencé par quoi ? J'ai fait l'EDEC à Lille, donc une école de commerce, et puis j'ai fait de nombreux stages. J'ai fait un stage chez Fortuneo à Paris, j'ai fait un stage chez Zone Bourse à Lyon, j'ai été assistant d'un gérant de portefeuille sur les small caps en 2008 en pleine crise, donc ça a été très formateur. Et puis après, comme je te l'ai dit, voilà, j'ai enchaîné les expériences à Paris ces dernières années, et actuellement en fait je suis à mon propre compte, je suis analyste indépendant, je travaille pour de nombreuses marques que j'utilise moi-même depuis des années et que je mets en avant auprès de mes lecteurs, de mes clients, afin qu'ils aient les meilleurs outils en main pour pouvoir gérer, créer de la richesse. Ok, bon, bah c'était succinct et c'est parfait. De notre côté, Nicolas, on va parler d'actualité, de marché financier principalement, hein, c'est le sujet aujourd'hui. Oui. De ton côté, est-ce que tu peux nous faire un rapide point macroéconomique sur ce début d'année et pourquoi pas revenir, j'ai envie de dire, sur même les 18 derniers mois. N'allons pas plus loin, mais faisons un point macro rapide et puis un bilan des classes d'actifs par la suite. Je te laisse un peu la main là-dessus. Alors, si tu veux, on peut revenir effectivement 18-20 mois en arrière, effectivement, jusqu'en fin 2022, puisque je pense qu'il y a eu un tournant sur les marchés à ce moment-là. L'année 2022, en fait, c'était l'année de la hausse des taux d'intérêt en Europe et aux États-Unis afin d'endiguer une inflation qui était devenue un petit peu incontrôlable, qui approchait les 10% aux États-Unis et en Allemagne sur certaines publications mensuelles. On avait une inflation qui était très forte, il fallait la juguler, donc on a eu des hausses de taux d'intérêt en 2022 qui ont un petit peu grippé l'économie et grippé les marchés financiers. On a connu à ce moment-là donc une très forte correction sur les marchés actions, sur le Nasdaq, sur les classes d'actifs les plus risquées, sur les crypto-monnaies. Et puis, je dirais que fin 2022, on a atteint un paroxysme de la peur et du pessimisme,
avec de nombreux analystes interrogés qui s'attendaient à une récession forte en 2023, récession qui n'est jamais venue. Les opérateurs s'attendaient à un hard landing, c'est-à-dire un atterrissage forcé aux États-Unis, puis un soft landing, et maintenant on parle carrément de no landing. Et donc, si tu veux, au fur et à mesure de la révision de ce consensus depuis à peu près 18 mois, eh bien, les marchés ont repris de la hauteur. Les analystes ont revu leur copie, que ce soit sur les chiffres de croissance aux États-Unis. En Europe, on attendait des récessions fortes, on a réussi à se stabiliser autour de zéro. En Chine, on a eu une crise immobilière très puissante, mais elle a été en quelque sorte, je dirais, sino-chinoise. C'est resté en son sein et ça a été géré encore une fois par des liquidités à outrance. Et donc voilà, on attendait une récession en Europe, elle n'est pas venue. Un ralentissement aux États-Unis, il n'est pas venu. Et on a une Chine qui arrive quand même à se stabiliser autour de 4-5% de croissance, ce qui est un chiffre honorable. Donc plus de peur que de mal. Et au fur et à mesure de ces 18 derniers mois, on a des bénéfices des entreprises qui ont été révisés à la hausse, notamment aux États-Unis. On a des entreprises, notamment dans l'intelligence artificielle, qui ont engendré un relais de hausse. Ça, c'était, je dirais, depuis 1 an maintenant. Okay. Et l'intelligence artificielle a drivé la hausse des bénéfices des entreprises américaines, qui a drivé la hausse du marché américain, qui a lui-même drivé la hausse des bourses mondiales. Donc on a aujourd'hui en fait une poignée d'entreprises qui réalisent des croissances et des bénéfices phénoménaux et qui tirent la planète finance vers le haut. Jusque où, jusque quand, je ne le sais pas, mais force est de constater que pour l'instant, c'est toujours la dynamique en cours. Ok, et Nicolas, je rebondis sur quelque chose que tu viens de dire. Les analystes s'attendaient à soft ou hard landing. De notre côté, on dit souvent que c'est quand les analystes pensent qu'il va arriver quelque chose que cela n'arrive jamais. Et c'est quand on n'y croit plus que cela arrive. Est-ce que ça aussi, ça fait partie de ton métier, des fois, de se dire, malheureusement, on peut apporter toute l'analyse qu'on veut, c'est quand on s'y attend pas que ça arrive. Effectivement, j'aime à penser que le consensus a très souvent tort. Et lorsque le consensus est vraiment unanime, généralement les marchés aiment le prendre de court et font l'inverse. Le consensus était extrêmement négatif, donc on est parti à la hausse. Maintenant, je note que ce consensus, par contre, est très positif. Et donc, ça allume, si tu veux, des petites lanternes rouges sur mes écrans en me disant que maintenant qu'on a des marchés qui ont pricé un petit peu toutes les bonnes nouvelles, maintenant qu'on n'a pas de ralentissement aux États-Unis, que les différentes zones économiques que je t'ai citées ont stabilisé leur croissance, eh bien, j'ai envie d'être un petit peu sur le qui-vive, puisque on peut constater aux États-Unis que les particuliers ont utilisé l'argent qu'ils avaient mis de côté pendant le Covid et que les excess savings, donc l'argent qu'ils avaient mis de côté, se sont réduits comme peau de chagrin. On rappelle que la croissance américaine est énormément tirée par la consommation intérieure et donc si on a des particuliers qui en ont de moins en moins d'argent de côté, on a aussi des particuliers américains qui s'endettent de plus en plus. On a un taux de delinquency, c'est-à-dire de non-remboursement de mensualité, que ce soit sur les prêts étudiants, automobiles, immobiliers et les crédits revolving qui augmentent fortement ces derniers mois. On a des taux d'ailleurs sur les crédits revolving qui ont dépassé les plafonds des 20 dernières années puisque les particuliers qui empruntent à court terme via différentes cartes de crédit peuvent payer jusqu'à 20-25% de taux d'intérêt sur ces fameux crédits. On a vu ces 3-4 derniers mois des révisions à la baisse sur les chiffres du chômage aux États-Unis. Avec des chiffres de création d'emplois qui sont révisés continuellement à la baisse, avec un taux de chômage qui commence à se retourner à la hausse. Or, tu n'es pas sans savoir que sur les 50 à 80 dernières années aux États-Unis, à chaque fois que le marché de l'emploi aux États-Unis s'est retourné, on a eu un épisode de ralentissement, voire une récession.
Et donc, c'est quelque chose que je surveille grandement pour les mois et les trimestres à venir, d'autant plus qu'on va rentrer dans une période électorale aux États-Unis qui peut engendrer de la volatilité. Au niveau des taux d'intérêt, c'est un peu la même chose. On a souvent des cycles de taux d'intérêt qui sont des cycles longs. La Banque centrale va augmenter ses taux d'intérêt progressivement pour gripper l'économie et calmer l'inflation et calmer parfois la surspéculation sur les marchés financiers, ce qu'elle a essayé de faire. Les jeunes opérateurs qui n'ont encore jamais vécu de différents cycles et différentes crises pensent que parce que les banques centrales en Europe et aux États-Unis vont baisser leurs taux d'intérêt, eh bien cela va donner un second souffle aux marchés financiers et que ça va leur permettre de continuer de monter éternellement. Me concernant, ayant vécu quand même le Covid, la crise de 2008 et plus jeune la crise de 2000, je me rappelle que lorsque les banques centrales se mettent à baisser les taux d'intérêt, c'est aussi et surtout pour endiguer un ralentissement économique qui commence à poindre le bout de son nez. Si la hausse de l'intelligence artificielle est en quelque sorte consommée, si les particuliers aux États-Unis se mettent à dépenser un petit peu moins, la croissance peut se calmer et la Banque centrale pourrait être obligée de baisser ses taux d'intérêt, non pas pour continuer de soutenir les marchés, mais pour soutenir une économie qui se retournerait. Alors, nous pourrions avoir des phases de volatilité sur les marchés. Et ce qui est aussi normal, hein, l'incertitude amène la volatilité. Et plus on va vers des choses qui sont un peu plus négatives, plus la volatilité peut devenir élevée. Alors d'ailleurs, dans les années électorales, la volatilité en fait augmente à partir du mois d'août. Ok. Nous sommes au mois de juillet. Sur les 10 dernières années, juillet est un mois positif sur le Nasdaq. Sur les 10 dernières années, il n'y a pas une année dans le rouge en juillet. Par contre, on note que le VIX, le Volatility Index, l'indice de la peur, qui mesure la volatilité et donc la tension sur les marchés, va augmenter progressivement au mois d'août, puis au mois de septembre pour atteindre son paroxysme au mois d'octobre, juste avant les élections de novembre. Ok. Donc, voilà, attention aux semaines et aux mois qui viennent. Nous avons, comme on vient de le dire, un consensus des analystes qui est très positif, des chiffres qui sont jusqu'ici très bons. Nous allons pouvoir voir dans les semaines à venir avec les publications si les chiffres continuent de se maintenir très, très hauts ou si au contraire on assiste à des révisions à la baisse et des profit warnings. Ça va nous permettre de prendre le pouls des sociétés avant d'arriver dans cette fameuse période électorale qui peut être une période un peu chahutée. Bon, on a fait un point macro plutôt complet. Je vais te demander très rapidement, pour passer aux questions les plus intéressantes et que tout le monde attend, le bilan des classes d'actifs depuis le début de l'année. Quelles sont les performances pour les actions, les obligations, les matières premières et puis la crypto-monnaie? Est-ce qu'on a des performances à donner? Je sais que les actions, c'est un point de vue global. On peut peut-être se rattacher à des indices qui sont plutôt mondiaux. À toi de nous dire un petit peu, Nicolas, ce bilan très rapide de ces différentes classes d'actifs. On a un S&P 500 qui, comme d'habitude, cartonne, qui est en hausse de 17% depuis le début de l'année. En Europe, on a l'Eurostoxx, le DAX qui font autour de 10%, donc une perf honorable pour un premier semestre, suivi par le Belvin et le SMI donc en Belgique et en Suisse qui font 8%. Le Dow Jones un petit peu à la traîne qui est à 6%, et puis le CAC qui malheureusement pour lui a été chahuté par les récentes élections, qui n'est plus qu'en hausse de 1,45% depuis le début de l'année. Ok. Après sur les matières premières, on a eu aussi de belles performances. Depuis le 1er janvier, on a l'or qui gagne 15%. Okay. Le pétrole qui s'est maintenu au-dessus des $80 qui gagne 15% également. Et puis on a, alors on peut noter aussi l'agriculture qui est en baisse de 4% parce qu'on va avoir des hausses très puissantes sur par exemple du café ou du cacao, mais on va avoir des baisses sur le riz ou encore sur le blé. Donc je dirais que d'abord c'est les métaux précieux et puis ensuite c'est l'énergie et en queue de peloton les matières premières agricoles. Ok. Et au niveau des crypto-monnaies, on a une hausse qui est plutôt importante, je crois, depuis le début de l'année également sur le Bitcoin et l'Ethereum. Quand on regarde depuis
Le début de l'année, le Bitcoin, en fait, pendant les vacances de Noël, était à 40 000 $. Il est actuellement à 58 000 $, donc il gagne 40% depuis le début de l'année, D'accord. après être passé par une hausse stratosphérique de pratiquement 80%. Tout à fait, oui. Il y a eu une baisse sur les 2-3 derniers mois. C'est ça, on a eu un premier trimestre très favorable. Le Bitcoin est à ce moment-là revenu tester ses plus hauts historiques de novembre 2021 autour des 68 000 $. Et depuis, on assiste à une consolidation parce qu'on a des ventes sur le marché de différents acteurs, notamment MT Gox, qui a remis sur le marché des milliards et des milliards de dollars de bitcoins, ce qui a pressurisé le marché. Et puis ces dernières semaines, on a aussi assisté à un phénomène un peu particulier, c'est les ventes du gouvernement allemand, qui en fait avait saisi lors de différentes affaires des bitcoins et qui les revend sur le marché, ce qui a pressurisé le bitcoin ces 2-3 dernières semaines. Ok. Et ben, on a fait le point des différentes classes d'actifs. Une autre chose de notre côté, et c'est là le sujet, j'ai envie de dire, Nicolas, c'est quelles sont les crises qui sont sources d'opportunités. Moi, j'ai envie de me rappeler de certaines crises. Le Nasdaq en 2022, l'indice phare américain qui a chuté fortement et qui en 2023 a rebondi exceptionnellement bien. La crypto-monnaie en 2023 qui avait également chuté, qui en fin 2023 a fortement remonté et début 2024 continue à réaugmenter. On a pas mal de crises en fait qui sont souvent sources d'opportunités. Déjà, premièrement, est-ce que tu peux nous faire un bilan de ces dernières baisses et pourquoi ça a remonté suite à ça? Et puis, quand est-ce qu'il faut y aller? Parce que la plupart du temps, quand on est en pleine crise, c'est là où il n'y a que des facteurs qui sont négatifs. Et c'est là où prendre des positions, c'est souvent le plus dur. C'est vrai que c'est dur de prendre position en pleine crise. Pour te donner une petite anecdote, quand je travaillais chez Zone Bourse en 2007, 2008, 2009, on était 6 ou 7 analystes à travailler ensemble devant les marchés. Et on s'était donné un consensus du point bas. Alors que le CAC 40 était en pleine chute et était déjà passé de 7000 à 4500 points, on s'était dit quel pourrait être le point bas des marchés sur cette fameuse crise. Et on avait défini un consensus ensemble autour des 2500-2700 points. Et on avait dit, si le marché descend à 2500-2700 points, on va tous acheter le marché les yeux fermés. Bah, figure-toi qu'on est allé sur les 2500-2700 points et que rares sont ceux d'entre nous qui ont osé acheter à ce moment-là. Et même pour ceux qui ont acheté à ce moment-là, je me rappelle d'un ami qui avait acheté du BNP autour des 20-25 euros. Il a gagné 20%, il est sorti et il s'est dit « Ah super, j'ai gagné 20% sur BNP ». Alors il faut savoir que BNP a pratiquement triplé par la suite. Donc je dirais que ce qu'il faut là-dedans, c'est avoir un plan et s'y tenir. C'est très important. Avoir un plan, c'est se dire que contre vents et marées, quoi qu'on entend à la télé, si on atteint certaines zones de prix sur certains actifs, eh bien on va y aller graduellement. Mais on va y aller et on va se tenir à l'analyse qu'on aura fait a priori en amont avant d'atteindre, je dirais, le paroxysme de la peur. Ensuite, il faut choisir des classes d'actifs dans lesquelles on croit. Ok. C'est-à-dire des classes d'actifs où on est confiant sur le fait que d'ici 3 ans, 5 ans, 10 ans, on sera plus haut que les cours actuels ou que les cours atteints pendant cette fameuse crise. Tu prends d'ailleurs des exemples sur le Nasdaq et les cryptos. Le Nasdaq, en fait, a pâti d'une spéculation historique post-Covid parce que, en fait, tout le monde s'est mis à la bourse pendant le Covid en 2020-2021. La bourse a explosé à la hausse, les États ont injecté de l'argent, les banques centrales ont injecté de l'argent et ça a engendré une hausse spectaculaire en 2020-2021 sur notamment les valeurs de la tech. En 2022, c'était le contre-coup, c'est-à-dire que c'est la spéculation qui retombe et puis en plus de ça, les fameuses hausses de taux. Et les hausses de taux, en fait, c'est quelque chose qui est négatif pour les valeurs de croissance. Donc à ce moment-là, le Nasdaq, effectivement, a perdu 25-30% et on a eu des baisses sur des géants, Amazon, Google, Meta et d'autres qui pouvaient atteindre sur certains dossiers 50 à 60% de baisse. Donc à ce moment-là, il faut prendre du recul, se mettre sur des graphiques peut-être mensuels, regarder des courbes sur 10 ans et se rendre compte qu'en fait, ces baisses de 30-40% n'étaient que des retours à la moyenne, si je puis dire, et donc des opportunités d'entrer sur des dossiers de qualité, sur des replis significatifs. Ok. Sur la crypto-monnaie,
Il suffit de regarder les drawdowns historiques. Un drawdown, c'est la performance de baisse qu'on peut avoir entre un point haut et un point bas pendant une correction. Or, quand on étudie les performances du Bitcoin depuis 2013, on se rend compte qu'à 3 reprises, il a perdu entre 82 et 86% dans son histoire. Donc, partant de ce principe-là, et même si les performances passées ne présagent pas des performances futures, j'aime à dire que même si l'histoire ne se répète pas en points identiques, l'histoire rime souvent. Et donc, quand le Bitcoin a commencé à baisser en fin 2021, début 2022, je me suis dit, voilà, regardons historiquement ce qui s'est passé. On peut partir du principe qu'à partir du moment où le Bitcoin et les cryptos perdent 70% de leur valeur, ça devient une zone d'opportunité. Le Bitcoin, entre novembre 2021 et novembre 2022, donc en l'espace d'un an, a perdu 77%. À ce moment-là, on a eu l'affaire FTX. À ce moment-là, tous ceux qui n'aiment pas les cryptos ont dit que les cryptos c'était terminé. On avait un paroxysme du pessimisme. Tout le monde était négatif et c'était encore une fois une opportunité de pouvoir rentrer sur cette nouvelle classe d'actifs qui allait, de par la suite, profiter de liquidités toujours présentes dans les marchés et profiter potentiellement des baisses de taux à venir qu'on attendait peut-être plus tard en 2023. Mais les marchés, comme tu le sais, anticipent souvent à 6-9 mois. Et c'est pour ça qu'on a fait un point bas en novembre 2022, alors que les taux ne vont peut-être commencer qu'à baisser mi-2024, tu vois. Donc là, on a carrément eu un écart très impressionnant, mais ça vient du fait que début 2023, on s'attendait déjà à des baisses de taux fin 2023. Et fin 2023, on s'attendait à 6 à 8 baisses de taux en 2024. Bon, il se trouve que pour l'instant, on a eu une baisse de taux de la BCE en juin et on va peut-être assister à une baisse de taux de la Fed en juillet ou en septembre. Mais il ne faut pas oublier que ce qui importe pour les marchés, c'est l'avenir. Et l'avenir, depuis plusieurs mois, c'est le discours des banquiers centraux qui disent « si l'inflation est jugulée, les taux vont baisser ». Et donc les marchés ont anticipé ce phénomène de baisse de taux et c'est pour ça qu'ils sont revenus notamment sur les valeurs de la tech et sur les crypto-monnaies. Voilà. Eh ben, j'ai justement la phrase qui va juste après la question que tout le monde attend. C'est aujourd'hui, on a l'impression que tout va bien sur pas mal de marchés, mine de rien. Quand tu fais le récap des performances, on a l'impression que tout monte. Il y a des choses dont on n'a pas parlé, et justement, c'est là où on va en parler. Est-ce qu'il y a des crises actuelles qui sont source d'opportunités? Et c'est là la bonne question. Alors, c'est intéressant parce que, en fait, quand on regarde le S&P 500 ou le Nasdaq ou Nvidia, j'ai envie de dire que c'est l'arbre qui cache la forêt. C'est-à-dire que si on va ensuite dans des sous-couches sectorielles ou si on va dans des zones économiques particulières, on peut assister à des bear markets, à des crises, à des corrections majeures qui se déroulent alors même que d'autres marchés continuent de monter un petit peu en permanence. Je prends l'exemple avec la Chine. L'indice chinois a baissé en 2022, en 2023 jusqu'au début 2024. Et début 2024, on avait des marchés chinois qui étaient au tapis et qui, en termes de valorisation historique, étaient revenus sur des plus bas de 20 ans. Et donc, en début d'année, on a atteint, encore une fois, j'insiste, sur ce paroxysme de la peur, c'est-à-dire que tout le monde était négatif sur la Chine. La Chine allait ralentir, la croissance allait passer de 6 à 5 à 4 à 3 selon certains, l'immobilier c'était la fin du monde en Chine, et donc tout le monde mettait la Chine à la poubelle. Et c'est à ce moment-là en fait qu'on a atteint la peur maximum, c'est à ce moment-là qu'on a eu des ventes paniques, c'est-à-dire les derniers opérateurs qui, cristallisés par la peur ambiante, sortent, n'en peuvent plus, malgré le fait qu'ils ont tenu dans la baisse, ils sortent. Et c'est à ce moment-là qu'on a eu une entrée dans la danse des autorités chinoises, qui ont d'abord interdit les analystes d'écrire des notes négatives sur les sociétés chinoises, puis qui ont interdit les ventes à découvert, puis qui ont forcé certaines banques à acheter des ETF et à acheter des actions. Et donc on a eu comme ça toute une série pendant 2 mois d'interventionnisme exacerbé de la part des autorités chinoises jusqu'à réussir à juguler la baisse et à permettre un rebond du marché chinois de l'ordre de 30%. Okay. Donc, alors que tout allait bien sur d'autres places économiques et sur d'autres classes d'actifs,
en backstage, si je puis dire, lorsqu'on regardait dans les détails, nous avions une crise majeure sur le marché chinois qui a été une source d'opportunité. Ok. Est-ce qu'on en a d'autres, des sources d'opportunités? Parce que c'est vrai que souvent, il faut se pencher un peu plus, pas sur des classes d'actifs d'un point de vue général, mais peut-être aller regarder un peu plus en détail certaines valeurs. Je pense, de notre côté, tu m'en as parlé juste avant, aux énergies renouvelables. Qu'est-ce que tu penses de ce secteur actuellement qui a énormément souffert l'année dernière, où on en est aujourd'hui? Alors, le secteur des énergies renouvelables, c'est un petit peu comme le Nasdaq. C'est-à-dire que le Nasdaq, on a eu une surspéculation en 2020-21, donc on a eu un retour de manivelle qui a été d'autant plus violent. Sur les énergies renouvelables, on a eu une hausse stratosphérique, on a eu un phénomène de bulle qui s'est déroulé sur 2019-2020. La bulle a éclaté en 2021. Et puis en 2022, avec les hausses de taux, parce que ce sont des sociétés qui sont fortement endettées, les renouvelables, eh bien, elles ont pâti de ces politiques de hausse de taux. Et donc, il y a eu une nouvelle vague baissière. Donc, vague baissière en 2021 qui était un éclatement de bulle, vague baissière en 2022 à cause des hausses de taux. Et cette vague baissière, en fait, a continué pendant l'année 2023 parce que les opérateurs n'en voulaient plus, parce que les autorités étaient moins en soutien sur la question du renouvelable, parce que les investisseurs étaient partis, notamment post-guerre en Ukraine, plutôt sur le pétrole que sur l'éolien et le solaire. Mais c'est comme ça, encore une fois, qu'on a atteint fin 2023 ou début 2024 sur de nombreuses valeurs, un paroxysme baissier. Tout le monde était négatif dessus alors qu'on était revenu sur des niveaux de valorisation de 5 ans en arrière. J'ai sous les yeux un graphique de Neoen, qui est un des spécialistes des renouvelables français les plus gros, les plus connus. On était revenu en janvier 2024 au prix de septembre 2019, donc pratiquement 5 ans en arrière. Et ça a été une nouvelle fois une source d'opportunité parce que les opérateurs se sont dit que la question du pétrole avait été bien traitée et puis le pétrole avait repris de la hauteur. Les renouvelables pourraient profiter d'éventuelles baisses de taux à venir. Et donc, depuis le début de l'année 2024, on a vu des flux. Et ça, c'est très important de suivre les flux, donc les volumes. Les volumes traités ont commencé à accélérer sur Neoen fin février, en mars, en mai. Et puis, comme de par hasard, au mois de juin, on a assisté à une OPA sur ce titre. Ok, Nicolas. Allez, on va bientôt conclure ce podcast. Est-ce que tu veux qu'on fasse un secteur ou un éviter ou une dernière opportunité, Nicolas? Alors, les small caps, pour être très rapide sur la question, en fait, je pense qu'ensuite, il faut également soulever le capot des small caps et aller regarder ce qui se passe sectoriellement. Et j'aime beaucoup les ESN. Des valeurs comme Wavestone, des valeurs comme E-Link, ce sont des petites sociétés qui délivrent des croissances très fortes, qui ont de la visibilité et qui même pour certaines pourraient sortir de la cote et sur lesquelles on pourrait avoir des OPA. Et à ce sujet, j'aime beaucoup E-Link. Voilà pour la question des small caps. Je pense qu'il faut être très sélectif, mais je pense que étant donné l'écart de performance qu'on a actuellement entre les grands indices et les small caps, pour ceux qui savent aller dénicher des petites pépites, il y aura des choses à faire dans les mois et les trimestres à venir. Et puis pour le secteur à éviter, concernant le secteur à éviter, pour moi c'est un secteur qui depuis de toute façon 10 ans n'est pas très intéressant, mais l'est encore moins ces derniers temps, c'est tout ce qui est immobilier coté en bourse. En fait, moi, ma vision des choses là-dessus, c'est que si tu veux faire de l'immobilier, fais de l'immobilier directement. Si tu fais de l'immobilier, acheter de l'immobilier en bourse ne fait pas vraiment sens. Et on a des valeurs qui sont, si je puis dire, jusqu'ici dangereuses. Je pense à des promoteurs immobiliers comme Nexity, comme Icade. Ce sont des boîtes qui ont révisé à la baisse, qui ont fait de nombreux profit warnings. Nexity a supprimé son dividende. On n'est pas à l'abri d'augmentation de capital. Donc attention à ne pas se faire piéger en se disant sur ce secteur-là en particulier, il y a une crise, donc c'est source d'opportunité. Ouais. Pour moi, ici, ça reste encore scabreux, ça reste dangereux. L'immobilier de bureau, on l'a vu dans les derniers chiffres publiés en France, on a des taux de vacances, c'est-à-dire des immeubles totalement vides qui sont énormes. Donc, je pense que la crise immobilière française, et notamment dans le professionnel,
n'est pas forcément derrière nous. Voilà. Ok. Il y a encore des déboires à venir dans les trimestres à venir. Eh ben, je te remercie, Nicolas, pour tous ces éléments de réponse avec quelques opportunités. Il faut bien regarder les secteurs, il ne faut pas s'arrêter à un indice d'un point de vue général. C'est ce que je retiens moi aujourd'hui. Oui. Bien regarder à l'intérieur de l'indice ce qui fonctionne et ce qui fonctionne moins bien. Et il y a peut-être des baisses à aller saisir tout en regardant la classe d'actifs et surtout la valorisation de l'actif. Et enfin, si on est convaincu que cet actif-là, sur le long terme, est un bon actif. Exactement. Merci beaucoup, Nicolas. Et à bientôt pour Merci, pour Jérémy. l'épisode, j'espère, en 2025. À bientôt. Au revoir. Bientôt, Nicolas. On est sur la fin de ce podcast, alors maintenant, si vous avez apprécié notre épisode, n'hésitez surtout pas à nous mettre la note de 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcast. En effet, vous allez nous aider à continuer à grandir et à augmenter notre visibilité. Et en plus de ça, si vous nous écoutez mais vous n'êtes toujours pas abonné, cliquez tout simplement sur le bouton s'abonner. Enfin, si vous souhaitez aller plus loin, vous pouvez aller écouter l'épisode avec Éric Larchevêque sur les 3 conseils pour un entrepreneur à succès.